Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on reprend la suite de la précédente. Donc je t'invite à vraiment avoir écouté l'émission précédente. Et on va continuer de parler des Indiens du Dakota du Nord des États-Unis. Une population qui a finalement touché le jackpot en ayant découvert un gisement de schiste qui est exploité aujourd'hui de la même manière qu'un gisement de pétrole sous ces terres et qui aujourd'hui dégage, juste par l'exploitation de ce pétrole, environ 300 à 480 millions de dollars par an de revenus et qui donc voit ces mêmes revenus gérés par un groupuscule de personnes à la tête d'un groupement qui s'appelle le MHA et qui malheureusement ne fait pas unanimité sur le choix de ses dépenses, ce qui n'est pas sans nous rappeler la République française, ce qui n'est pas sans nous rappeler la défaillance de ces systèmes où finalement un petit groupe de personnes décide pour une majorité, ce qui, dans la plupart des cas, en réalité devrait être l'inverse puisque, et c'est ce qu'on voyait dans la précédente émission, ce sont ceux qui vivent dans la réserve, qui voient la réalité de la réserve et finalement ces hommes politiques complètement déconnectés, eh bien, eux prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec le bien-être des habitants et ce qui conduit cette situation à des tensions et à des, je dirais, appréciations personnelles de chacun des membres de la communauté qui n'arrangent rien dans les rapports entre les individus. Parce que quand tu commences à dire « l'argent il est dépensé n'importe comment »,« lui c'est un abruti »,« tu te rends compte, il a fait ceci, il a fait cela », tu ne crées pas de la cohésion en fait. Tu commences à prendre de la distance et plus tu te détaches, on va dire, de ta communauté, plus tu vas commencer à avoir en toi de la haine, de la violence, de l'amertume, de la rancœur, qui ne sont pas des bons sentiments en fait, en toute honnêteté. Et l'argent peut provoquer tout ça. Parce que, encore une fois, comme j'expliquais dans la précédente émission, quand tu commences à acheter un bateau pour un lac qui est gelé 6 mois par an et que finalement le bateau, il est tout le temps sur des cales parce qu'au bout du compte, tu ne peux même pas t'en servir, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que l'argent a été jeté par les fenêtres et je le comprends. Donc c'est un petit peu la suite de l'émission. On va continuer avec les éléments que j'ai laissés derrière moi la dernière fois pour que tu te sois fait une idée. Et le but de cette émission, c'est de te montrer finalement que c'est pas parce que tu reçois de l'argent en grande quantité d'un coup que tu seras plus heureux. Et le point que j'essaye de défendre ici, c'est qu'en réalité, si tu t'enrichis par un processus, tu seras bien plus heureux que si tu t'enrichis comme par magie, en quelque sorte. Mais avant qu'on attaque l'émission, laisse-moi te rappeler l'usage. Va sur le podcast, va sur l'application où tu écoutes ce podcast, laisse-moi des étoiles et un commentaire, ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com à l'anglaise, A-N-Y à la fin.com, où tu tapes mon nom, Nicolas Popovic. De toute façon, tout ressortira. Et tu peux réserver un coaching avec moi. Je te rappelle qu'il y a des promotions. Tu tapes BF125, donc B de Brigitte, F de François et 1, 2, 5. Et tu as moins 30%, même un peu plus je crois, sur les coachings. Il n'y avait que 7 places, il y a des places qui ont été prises. Tu peux encore réserver avec moi un appel. Attention, je pars la semaine prochaine en vacances, donc ce sera après les vacances. Mais comme ça, on pourra travailler sur le projet de ton choix. Voilà. Sans plus de transition, on va attaquer l'émission. Et Patrick Magnéto. La rancœur des Indiens, restée dans ce que l'on surnomme la petite Arabie Saoudite d'Amérique du Nord, est palpable jusque devant les machines à sous du casino de Newtown, propriété de la MHA. Je suis en colère. Notre peuple a perdu beaucoup quand on a dû quitter le bas de la vallée à cause du barrage qui a été construit. On a perdu 24 000 hectares de terre. C'est beaucoup. Nous avons été séparés. Certains vivent de l'autre côté du pont. On a été dispersés. Nos familles ne se voient plus comme elles se voyaient avant. Quand ils ont installé le casino ici, c'était une bonne chose. Ça a donné du travail aux gens. Et les gens ont trouvé là aussi une manière de se voir. C'est une façon pour les gens aussi de sortir de chez eux. Comme je te l'ai expliqué la dernière fois, certains des Indiens de la réserve du Dakota du Nord touchent des royalties, d'autres pas. Et le MHA a créé un casino pour capter une partie de cette valeur afin de ne pas voir cet argent se dilapider à l'extérieur de la réserve. Ce qui en soi est très malin, c'est un concept que j'adore. C'est l'idée qui consiste à dire quand je jette l'argent par les fenêtres, je fais en sorte qu'il tombe dans mon jardin. Et ça, il faut que tu arrives à en faire une philosophie de vie parce que la réalité, c'est qu'il y a toujours moyen de récupérer certaines de nos dépenses d'une façon ou d'une autre. Je trouve que c'est très intelligent, même si, bien évidemment, par rapport à l'éducation financière,
Je suis complètement contre les jeux d'argent, complètement contre les casinos. Pour moi, c'est une ineptie. Ne va jamais, ou en tout cas, évite d'aller dans ce genre de lieu. Ça n'a aucun sens. En tout cas, ça n'a pas de sens pour ton argent et ça aide encore moins à construire les projets que tu envisages de bâtir durant ton existence ou en tout cas les projets que tu veux construire à court et à moyen terme. Donc franchement, le casino, c'est une ineptie, ça ne mène à rien. Après, il y a des gens qui aiment ça. Bon, si t'aimes ça, je ne sais même pas quoi te dire d'ailleurs. Mais bon, voilà. Le problème du casino, c'est que c'est vraiment envoyer un message à son cerveau qui consiste à dire « l'argent, je le gagne ». Et vraiment, je t'assure, c'est important de comprendre que l'argent, tu le fais. C'est vraiment important de comprendre que dans l'argent, il y a vraiment des méthodes pour faire de l'argent et que ton objectif, c'est dans ta vie d'appliquer ces méthodes pour que ça se matérialise en fait. C'est aussi simple que ça. Si demain, tu fais une recette et que dans la recette, il faut mettre des œufs et que tu ne mets pas des œufs, la recette, elle n'aura pas le même goût. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas un gâteau à la fin. Ça veut juste dire qu'il manquera un ingrédient. Soit tu le fais par choix et parce que tu as identifié quelque chose et que, voilà, très bien, tu joues un jeu en te disant, moi j'ai vu ça et peut-être que ça va m'amener plus de résultats, mais laisse-moi te dire une chose quand même, il n'y a aucune recette dans laquelle le casino est une option viable pour ta vie, sauf si c'est toi le casino, hein, on est bien d'accord. Là, c'est le seul cas où avoir un casino dans ta vie, ce sera à ton avantage. Mais sache que le marché des casinos en ligne souffre énormément, enfin d'ailleurs le marché des casinos tout court souffre énormément à cause du marché des casinos en ligne, parce qu'avant les gens pour aller au casino, il fallait qu'ils y aillent. Aujourd'hui le casino il est chez tout le monde en fait, tu l'as dans ton téléphone, tu peux télécharger des casinos en ligne. Donc bref, là où je veux en venir, c'est que les jeux d'argent n'apportent pas la fortune. Voilà, ils apportent d'ailleurs l'infortune et la fortune de ceux qui te le proposent. Mais c'est tout. La seule certitude que tu as avec les casinos, c'est que le casino gagne. Tout le reste, c'est du flan. Bien évidemment, je le sais qu'il y a des jeux d'argent où il y en a qui comptent, où il y a des règles arithmétiques à ton avantage, blablabla, mais il y a tellement d'argent à faire dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps avec ça ? D'ailleurs, entre toi et moi, je pense que la réserve indienne a très bien compris pourquoi ils faisaient ça. Ils se sont dit, de toute façon, je ne les empêcherai pas de jouer. Tu as des gens qui sont des joueurs invétérés et donc tu ne peux pas les empêcher de jouer. Donc le mieux que je puisse faire, ce n'est pas de chercher à les empêcher de jouer, c'est de chercher à récupérer la valeur qu'ils sont prêts à dilapider dans le jeu. Point. Et c'est un très bon move, encore une fois, du point de vue de la MHE. C'est un très mauvais move du point de vue des Indiens d'Amérique qui vont jouer au casino. Après, on pourra en parler des heures. Le message ici, c'est que les jeux d'argent sont des jeux. Je ne vois pas ce qu'il y a de distrayant dans le fait de jouer de l'argent, mais passons, ça ne me regarde pas à la limite. Au demeurant, tant que tu le fais de façon raisonnable et que tu n'es pas accro, j'ai envie de te dire que je n'ai rien à dire. Dès l'instant que ça devient une habitude, un comportement compulsif, ou que tu es accro pour je ne sais quelle raison, soigne-toi. Joanne Matthews n'a jamais quitté la réserve. Mais plus que la nouvelle maison qu'elle occupe depuis la submersion de son campement, ce sont ses bruyants voisins qu'elle a souhaité nous montrer. La première chose qu'on se dit, c'est « Oh mon Dieu, ils vont pomper juste là maintenant ?» Et le problème, c'est que la nuit, il y a ce bruit incessant et le sol qui bouge. Et même quand vous êtes couché, vous sentez les tremblements. Et vous vous demandez « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et c'est bruyant. Et parfois, ça sent mauvais. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Quand la nuit tombe, notre réserve ressemble à un gros gâteau d'anniversaire, tout illuminé. C'est comme ça. C'est comme ça est devenu le mantra des Indiens résignés de la réserve de Fort Berthold. Là, on touche du doigt un sujet que je trouve extrêmement intéressant, c'est jusqu'à quel point tu es prêt à t'enrichir. Parce que là, ce qui est évident, en fait, c'est que, oui, très bien, la réserve touche entre 300 et 500 millions par an, mais au prix de leur santé. Là, ce qui vient d'être légèrement dit et qui n'est pas bien précisé dans le reportage, parce que j'ai fait des recherches, c'est que l'air est pollué, très pollué. Que non seulement il est très pollué, mais en plus on sait aujourd'hui que ce type d'extraction de pétrole crée des troubles. En tout cas, je ne vais pas employer le terme trouble parce que ça, il est un peu trop léger. Peut créer de très graves maladies pour les gens qui restent aux alentours et qui respirent cet air. Et qu'en plus, c'est permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ça va être plus ou moins dit en filigrane tout au long du reportage. Mais en réalité, ça ne s'arrête vraiment jamais. Il pétrole. Qu'est-ce que je raconte moi ? Il est fort.
en permanence. Enfin, c'est même pas effort. Tu sais, c'est les machines d'extraction de pétrole qu'on voit aux États-Unis, tu sais, qui font cette espèce de balancier qui monte et qui descendent avec cette espèce de roue qui tourne et le pétrole jaillit. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais ça s'achète. Bon, ça coûte très cher parce que ça rapporte énormément d'argent, mais ça peut s'acheter. Tu as encore des gens aux États-Unis qui sont propriétaires de petits puits de pétrole avec lesquels ils vendent leur pétrole à l'État. Et c'est tout bonnement incroyable de voir ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est vraiment un délire, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Et donc, on est vraiment sur un système qui ne s'arrête jamais, qui donne cette impression de gâteau illuminé en pleine nuit et qui détruit tout autour. Bien, finalement, la faune, la flore, les habitants, le paysage, parce que quand ta région ne ressemble plus à ta région, est-ce que c'est vraiment encore ta région? Je pose la question. C'est vrai que quand on écoute cette dame, on se dit, elle n'a qu'à partir. Elle est riche, elle touche de l'argent du pétrole. Tu vas voir, dans l'émission, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va t'expliquer l'argent qu'elle touche. C'est vraiment très inégal. Et d'ailleurs, de façon très amusante, et tu vas le voir, ceux qui touchent beaucoup d'argent avec le pétrole préfèrent ne pas parler et regrettent d'avoir signé les contrats. Et ceux qui touchent très peu d'argent, finalement, ils comprennent qu'ils se sont fait arnaquer et au final, ils sont coincés. Donc en fait, on est vraiment dans une situation où personne n'est satisfait. Et je vais te dire quelque chose, mais l'argent, c'est très souvent le temple des regrets. Et c'est vrai que c'est marrant de voir ça, de se dire ça, parce qu'on a tendance à l'oublier, à ne pas y penser, à ne pas en prendre conscience. On a très souvent l'impression qu'en réalité, c'est la solution à tous les problèmes, sauf que ça ne l'est jamais, sauf que quand quelque chose paraît être trop beau, en réalité, ça cache quelque chose. Et là, dans le cadre précis, tu vas voir que ça va vraiment très loin et qu'au final, personne ne s'y retrouve. Et c'est pour ça qu'on a tendance souvent à dire, règle d'abord tes problèmes financiers, comme ça le jour où tu en auras, ça ira beaucoup mieux parce que l'argent, ça enlève les tracas du quotidien, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Voilà. L'argent, ça ne fera pas que tu vas avoir de l'amour dans ta maison. L'argent, ça ne fera pas que ta santé sera bonne si tu manges de la merde tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un point à partir duquel l'argent ne change rien en fait. Il va alléger ton quotidien, il va alléger ce que certains appellent la charge mentale. J'ai un peu du mal avec ce truc, mais on ne va pas en parler. Mais la réalité, c'est que ça ne réglera pas le problème de fond. Voilà. Mais l'amertume, nourrie par les conséquences désastreuses du boom pétrolier, dépasse les frontières du territoire sioux. Elle n'a pas épargné les fermiers blancs qui élèvent du bétail sur leurs terres. 2 fois par an, une majorité se retrouve à Dickinson pour vendre leurs bêtes. Donald Nelson est l'un d'entre eux. Alors maintenant, on va passer un bon moment avec les vaches de Donald Nelson, 100% élevées à la maison, au ranch de Donald. Et je peux vous dire que le gars, quand il les nourrit bien. Dans la famille Nelson, on est éleveur depuis 3 générations. À la tête d'un cheptel de 400 têtes, Donald et sa femme Rina ne tirent pas l'essentiel de leurs revenus de ces ventes de bétail. On a fait mieux que ce qu'on pensait. Parce que le marché est un peu en dents de scie en ce moment. Elle va pouvoir s'acheter une nouvelle paire de bottes. Et c'est tout. Oui, une nouvelle paire de bottes. Propriétaires terriens, Donald et Rina ont cédé aux sirènes des pétrodollars. Ils louent plusieurs de leurs parcelles aux compagnies pétrolières, ont fait rénover leur maison, emploient 2 salariés agricoles, mais ne diront rien des revenus qu'ils perçoivent. C'est un deal compliqué. Il y a du bon et du mauvais. Le point positif, c'est que financièrement, pour l'État, ça va au-delà de leurs espérances. Mais ils ne savent pas comment gérer ça. Bien sûr, ça a fait gagner pas mal d'argent à certains. Ça a amené de l'emploi, des jeunes sont revenus. On était une société vieillissante. J'étais considéré comme un jeune fermier alors que j'avais 47 ans. Le boom pétrolier est derrière nous. Des puits continuent à produire, mais beaucoup moins. Et je n'aime pas la tournure que ça prend. Je ne veux pas rester assis là et voir des puits, comme je pourrais vous en montrer, qui sont toujours là et dont on ne peut rien tirer, qui restent sur des terres jamais nettoyées qu'on ne peut même pas cultiver. Sur les terrains de Donald, comme dans la réserve des Sioux toute proche, l'extraction du pétrole et du gaz a été rendue possible
grâce à la technique du fracking. Un procédé moderne qui consiste à injecter un liquide sous pression dans la roche et perce les substrats les plus denses. Ce pétrole remonte mélangé à de l'eau salée, chargée d'arsenic et de substances toxiques. Des rejets nocifs stockés dans d'immenses cuves qui sont pour Donald une autre source d'inquiétude. Le problème, comme on dit, c'est que quand il y a un homme et une machine, ça finit toujours par déconner. Et maintenant, il faut trouver une solution pour ces eaux salées. Auparavant, on les mettait dans des fosses ou on les transportait par canalisation. Mais il y a souvent eu des fuites dans les pipelines. Et quand ces eaux remontent, il faut bien les traiter. Mais les compagnies pétrolières préfèrent passer sous silence les incidents et rechignent à nettoyer les plaines souillées et dépeuplées du Dakota du Nord. Une facture estimée à 2 milliards de dollars. On n'a pas vraiment les moyens de les attaquer. Ils ont les meilleurs avocats, ils ont le plus d'argent et ils savent comment faire traîner les choses. Mais l'État devrait prendre ses responsabilités parce qu'il a autorisé cela. Ironie de l'histoire, fermiers blancs et Sioux marchent côte à côte sur le sentier de la guerre. Les voix s'élèvent pour critiquer la gestion des autorités fédérales ou tribales de cet argent du pétrole. Et finalement, dans cette émission, ce qui est excellent, c'est qu'on a le panoramique d'ensemble. On finit maintenant avec les personnages autour de la réserve et la famille Nelson. Et on termine avec les sociétés pétrolières qui, elles aussi, gèrent, entre guillemets, à leur manière, tout ça. Donc la famille Nelson, ce qui est intéressant, c'est que c'est des éleveurs de bétail. Et tu as vu, il y a 2 points hyper intéressants. Premièrement, le ranch, l'élevage de taureaux, de bétail, pardon, parce que je ne sais pas dit que c'est des taureaux non plus, donc je ne vais pas commencer à m'égarer, à dire des erreurs. Bref, l'élevage d'animaux n'est pas leur seule source de revenus. Ils ont d'autres sources de revenus, on ne sait pas lesquelles, ils n'ont pas voulu nous donner lesquelles, ils refusent de leur donner les différentes sources de revenus et les montants qu'ils touchent au travers de la compagnie pétrolifère. Autre élément encore plus intéressant, c'est qu'on sent le malaise parce qu'à mon avis, l'argent qu'ils touchent est quand même considérable ou en tout cas conséquent, suffisamment pour qu'ils aient accepté, mais aussi en même temps, après la retombée du boom économique lié à l'installation de tout ce matériel. Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant avec cette situation, et je pense que tu l'auras analysé, c'est qu'on est sur un business scalable. Et oui, c'est scalable. Aujourd'hui, tout est en place, il n'y a plus personne en fait. Les machines tournent toutes seules, sans intervention humaine, il n'y a personne. Simplement, quand c'est plein, il y a les camions qui arrivent. Et c'est pour ça que précédemment, dans les émissions, tu vas avoir entendu des gens qui se plaignent du bruit, parce qu'il y a le bruit des camions incessants qui viennent vider les cuves de pétrole pour réalimenter, mais là où ça a besoin d'être réalimenté. Et pour eux, finalement, le boom économique qui a été lié à l'afflux de personnes dont parle le père de la famille Nelson, enfin le père, le mari qu'on est en train de suivre, quoi. Il dit à un moment donné, Donald Nelson, il dit quand tout le monde est arrivé, moi j'étais le plus jeune de tous les fermiers alors que j'avais 50 ans, et là d'un coup, je suis enfin redevenu vieux, parce que sous-entendu, avant le boom du pétrole, il n'y avait personne, et quand il y a eu le boom du pétrole, il y a des jeunes, il y a plein de monde qui sont arrivés. À mon avis, ça devait être l'effervescence, il a fallu construire les machines, s'installer. Il devait y avoir du monde partout, une économie florissante et qui a explosé pendant cette période de façon tout à fait logique, conséquence de la découverte de la mine, on va dire, de gaz de schiste. Et une fois que tout a été mis en place, les gens sont partis pour aller ailleurs. Et que ce soit dans la réserve Sioux ou dans les abords de la réserve Sioux, parce que la mine, elle est tellement énorme, le gisement est tellement gros que ça a débordé. Mais en fait, ça a été donc un tel boom économique que quand ça a été terminé, les installations, que tout le monde est parti, ça a dû être un choc dans l'autre sens. Ça a dû être un choc dans les deux sens d'ailleurs, à l'arrivée des gens, au départ des gens. Et maintenant que tout est retombé et que maintenant ils sont seuls et qu'ils voient la réalité d'une exploitation minière de pétrole automatisée, eh bien là, ils regrettent d'avoir signé pour l'argent. Ce qui est normal d'ailleurs entre toi et moi. Je pense qu'on serait beaucoup à avoir accepté le deal pour l'argent et finalement à se dire mais est-ce que pour l'argent j'aurais pas sacrifié mon cadre de vie? Est-ce que finalement, et en essayant de ne pas être vulgaire, je n'aurais pas juste posé mon excrément en plein milieu de mon salon? Personne ne peut vivre comme ça, tu vois. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. L'image n'est pas très belle mais elle est parlante et c'est ce qui est triste.
Ce qui est triste, c'est qu'en fait, souvent, on se rend compte des bêtises après qu'on les ait faites. Jamais avant. D'ailleurs, sinon, on n'a pas moyen de savoir que c'est une bêtise, et si on le sait avant, on ne la fait pas. C'est logique, mais il fallait que je le dise. Donc tu te rends compte que Donald, aujourd'hui, il est dans une situation très compliquée, une situation que finalement il regrette dans un sens parce qu'il se rend compte qu'il y a des problèmes de pollution, le refus d'entretien ou en tout cas de nettoyage du site, pas à la hauteur de ce que ça devrait être, mais parce qu'en réalité, les compagnies pétrolières, elles récupèrent leur pétrole, elles en ont rien à brère, que ce soit propre ou sale, elles sont pas là. De toute façon, le mec, il travaille pas sur le site de ses puits, il est dans une tour à New York et il va jamais dans le Dakota du Nord, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. La vérité, elle est comme ça. Ou s'il est pas à New York, il est à Los Angeles, hein, tu vois ce que je veux dire. Il est quelque part dans une grande ville, mais il n'est pas au pied de sa raffinerie de pétrole en train de voir la goutte de pétrole qui s'écoule sur le sol. C'est pas son problème à lui. D'ailleurs, c'est le problème en même temps, tu vois, c'est le paradoxe. Et comme si ça suffisait pas, Donald, il a conscience en plus du mode opératoire, du système sur lequel est basée cette extraction, avec les eaux salines, liquides et polluées en fait, qui sont stockées dans des réservoirs. Et il sait que cette eau-là qui est en suspens, s'il y a le moindre trou, le moindre problème, elle va détruire littéralement tous ces sols et terminer l'élevage de bétail. Ça va être des bêtes malades, intoxiquées et à mon avis mourantes, dont il ne pourra plus rien faire, et même pas lui d'ailleurs, il ne pourra même plus rester là, indépendamment du fait que son outil de travail sera entaché, enfin pour pas dire détruit, de par la pollution, sa propriété vaudra plus rien, la valeur qu'il a d'être dans un endroit reculé, agréable à vivre, n'en aura plus parce que ça sera plus vivable, et donc du coup il aura tout perdu. Tout ça pour du pognon. Et tu vois, c'est intéressant parce que on part de la première émission d'une montagne de pognon qui fait rêver beaucoup de monde, et on se rend compte qu'on n'a jamais autant d'argent sans contrepartie en fait. Et est-ce que tu es réellement prêt à accepter l'ensemble des contreparties sans les connaître? Parce que c'est ça le pire en fait dans cette affaire. C'est un jeu presque intéressant. Je vais te donner des millions, mais attention, tu vas avoir des contreparties, mais tu ne peux pas savoir lesquelles. Est-ce que tu joues en fait? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu penses que le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est un jeu qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi, je préfère le processus. Parce que finalement, tu t'enrichis normalement en créant de la valeur, sans détruire ton environnement, en essayant d'être respectueux et en comprenant un mécanisme que tu peux reproduire et qui te met dans une position agréable. Tout l'inverse, malheureusement, de ce qu'ils ont vécu. Et bien évidemment, je ne leur souhaite pas du mal et je ne les juge pas. Peut-être que dans la même position qu'eux, j'aurais fait les mêmes choix qu'eux. C'est toujours facile, a posteriori, de déclarer qu'on aurait fait tel ou tel choix. A priori, quand on n'a pas tous les éléments, c'est plus compliqué. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu la vie ça, tu vois. Si on savait à l'avance ce qui allait se passer, est-ce que ce serait autant intéressant ? Je ne suis pas certain. Mais le but de cette émission, c'est de te mettre en perspective un élément dont on n'a pas suffisamment l'occasion de parler. Cet élément, il est tout simple. Est-ce que finalement, gagner énormément d'argent d'un coup, c'est ce que tu veux réellement? On le veut quand on y pense, quand on est là dans sa bagnole et qu'on est en galère de thunes, ou même quand on est en galère de thunes tout court, quand on est devant ses comptes et qu'on n'arrive pas à se payer tout ce qu'on a envie, on se dit putain, comment je pourrais faire pour avoir plus d'argent? Et on en a envie à ce moment-là. Mais est-ce qu'on mesure réellement la portée de nos propos à cet instant précis? Est-ce que réellement on a conscience de ce que ça implique autant d'argent? En plus, ce qui est hyper intéressant aussi, qui n'est pas développé ici et que je vais un petit peu développer, c'est que quand tu gagnes autant d'argent, tu vas créer autour de toi un flot, en tout cas un sillage, c'est plutôt le bon terme d'ailleurs, un sillage de problèmes. Et il y a des études qui ont été menées qui prouvent que parfois, très souvent, un gagnant du loto, il va entraîner des faillites autour de lui. Parce qu'il a des gens autour de lui qui veulent suivre son rythme de vie parce qu'ils se sentent un peu lésés ou qui ne comprennent pas ou qui on n'a pas dit qu'il avait gagné au loto, qui du coup ils vont vouloir suivre le train de vie du voisin mais inconsciemment et en fait ils se retrouvent sur la paille. Et donc ça c'est des phénomènes dont on ne te parle pas suffisamment et il faut savoir que autant d'argent d'un coup, ça peut entraîner dans ton sillage des problèmes que tu ne mesures pas, que tu n'évalues pas et dont tu ne veux même pas dans ta vie en fait. Qu'on voit très bien ici. Et l'ironie de toute cette situation, c'est à la fin quand on dit l'homme blanc a finalement les mêmes problèmes que la peau rouge, quoi, tu vois, que les Sioux avec lesquels ils ont eu tous ces problèmes au départ. C'est ironique quand même, c'est vrai. Et d'autant que le questionnement est le même parce que l'homme blanc, alors c'est étrange de parler comme ça, mais c'est ce qui se passe dans ce reportage. L'homme blanc se pose des questions sur la compagnie pétrolière
et sur, on va dire, les choix et la gestion des puits de pétrole, de la même manière que la peau rouge dans la réserve se pose des questions sur la MHA qui gère son argent. Finalement, tous les deux sont dans le questionnement. Personne ne se regroupe pour croiser les informations et améliorer leur sens critique et peut-être leurs actions. Et au final, la situation s'envenime. Et en fait, on se retrouve face au problème général de la vie. En réalité, les gens sont enfermés dans leur coin, ne partagent plus, n'échangent plus sur des sujets qui, à mon sens, devraient être des sujets importants d'échange, et on se retrouve après avec des situations ubuesques où finalement personne ne discute, tout le monde a les mêmes ennemis, et parfois on a même des bords politiques ou des idées différentes, mais on combat les mêmes personnes, et au lieu de se parler, on s'affronte. C'est quand même bien ridicule. Alors, au lieu de critiquer les riches, au lieu de critiquer les hommes politiques, il faut parfois simplement réfléchir à des actions concrètes qui amèneraient des résultats immédiats. Parce que ce que la plupart des gens ne veulent pas voir avec l'argent, c'est que l'argent, c'est l'élément le plus efficace de la vie. Quand tu veux quelque chose, tu l'achètes et tu l'obtiens. Et de la même manière, si tu commences à taper dans les finances d'un groupe ou d'un État et que tu commences à le faire vaciller ou en tout cas à lui couper des sources de revenus importantes, crois-moi que l'État, l'organisation, la société, elle va réagir. Et au lieu de rester comme ça en conflit ou isolé, de se regrouper et de réfléchir communément à des actions concrètes, ça amène des résultats immédiats. En tout cas, plus efficaces que ceux qu'on constate ici. Et je trouve que cette histoire de réserve, etc., je ne sais pas si j'aurais bien retranscrit le sentiment que j'ai eu en écoutant la première fois cette émission, mais j'ai vraiment eu un sentiment à la fois qu'on abordait ici un sujet qui était trop peu abordé, à savoir ce que pouvaient faire des sommes d'argent importantes dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas la gérer, la somme d'argent importante, on s'est compris. À la fois, le gâchis monumental de chacun être dans son coin sans parler, sans discuter des problèmes qui pourraient être résolus de façon, on va dire, collégiale dans la mesure où il y a cet échange entre les différents protagonistes. Et enfin, aussi quand même, je veux le dire, le sentiment étrange que j'ai eu de similitude avec des États qui ont accès à des sommes d'argent colossales et qu'ils dépensent n'importe comment sous prétexte qu'ils ont été élus, sous prétexte que ce sont des sociétés intouchables qui ont beaucoup d'argent, qui sont à l'abri finalement un petit peu de tout ce qui pourrait être scandale et aussi rappel à l'ordre, parce que là pour le coup tu vois la société pétrolière elle devrait être rappelée à l'ordre pour peut-être le non-respect de certains de ses engagements, mais pour lesquels elle ne sera jamais rappelée à l'ordre puisque personne n'a les moyens de faire face à de puissances financières aussi importantes. Et c'est tout le problème de la vie en fait. Combien de fois dans nos vies on se dit ça je laisse tomber parce que de toute façon j'aurai pas gain de cause, alors qu'en réalité tu devrais au moins chercher à trouver une solution. À Newtown, Kelly Osier et ses 5 enfants vivent dans une maison de 3 pièces et aimeraient que leur quotidien bénéficie davantage des royalties de l'or noir, qui s'élèvent à 300 millions par an. Nous percevons 1 000 $ 3 fois par an de royalties, enfin de revenus du pétrole. Imaginez, juste avec leur dernier achat d'un terrain pour 90 millions de dollars qu'ils ont signé, ils pourraient nous faire 5 autres paiements, ce qui nous ferait 8 000 $ à l'année, vous imaginez. Dernière dépense des gestionnaires qui passent mal, 5 hectares de terrain à Las Vegas pour 90 millions de dollars. Réélu en 2022 pour un 3e mandat, Mark Fox, qui excelle dans l'autosatisfaction, assure préparer l'avenir de son clan. Bon, tu l'as compris, le reportage est orienté, ça je peux rien y faire, Moi je retranscris simplement ce que j'ai trouvé comme matériel sur YouTube. La réalité derrière tout ça, elle est très simple, c'est certain que quand tu entends les millions qui sont encaissés d'un côté et les milliers d'euros, 3 000 $ par an, milliers de dollars, qui sont encaissés chaque année par, on est bien d'accord, les familles les moins bien rémunérées. J'espère que tu aurais bien retranscrit dans cette émission qu'il y avait une inégalité sur la répartition des richesses liée aussi à des problèmes de propriété, mais je ne vais pas complexifier la situation. Mais enfin, ce n'est pas si complexe que ça. Imagine que tu habitais dans une réserve et que tu étais propriétaire de quelque chose, forcément tu touches plus que si tu étais locataire de la chose d'à côté, même si la réserve était en réalité la propriété de la MHA, en fait, qui est un organisme à part entière. Mais en gros, en fonction, et je vais être clair avec toi, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais en tout cas, c'est mon degré de compréhension de cette affaire. En fonction de la situation que tu avais dans la réserve,
tu ne touches pas de la même manière de l'argent. Et jusque-là, sans dire que c'est normal parce que je serais présomptueux de le présenter de cette manière-là, je pense qu'effectivement, en fonction des choix que tu avais faits, c'est une conséquence de ta situation initiale. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas mon propos. On va reparler maintenant du dirigeant de la MHE qui a été réélu. Ici, moi, je veux juste m'arrêter sur le fait qu'on a des familles qui touchent très peu d'argent en rapport à ce qu'elles constatent de ce qui est fait avec l'argent de la MHE. Et le problème, si tu veux, c'est qu'on a nous le même en fait finalement, c'est qu'on a tendance à ramener à soi une observation que l'on porte sur des organisations de type État, grosses sociétés qui n'ont absolument pas, mais alors absolument pas, les mêmes revenus que nous. Je suis obligé de te dire tout ça parce que c'est un raccourci, tu le sais, je le sais, on le sait tous, c'est un raccourci un peu éhonté que de croire qu'un État, on va dire comme là, je ne sais pas comment il faudrait que j'appelle ça, un groupement doit fonctionner comme une personne. Tu ne peux pas t'imaginer que le compte bancaire de ton État, que le compte bancaire de la MHA ait quelque chose à voir avec ton compte bancaire à toi. Après, tu as le droit de ne pas être d'accord avec la façon dont l'argent il est dépensé. Ça, aucun problème. Je l'entends, je le comprends, je ne le remets pas en cause. Mais tu ne peux pas t'imaginer, tu ne peux pas sous-entendre, tu ne peux pas croire que ça fonctionne de la même façon. Et tu vas voir que de toute façon, le raisonnement n'est pas le même. Et encore une fois, même si ça part d'une bonne ou d'une mauvaise volonté, il faut essayer de comprendre ce qui est fait derrière les actes que tu interprètes. Alors après, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, pas du tout, parce que les pauvres, je les comprends. C'est quand tu as, on va dire, tes terres qui rapportent 300 millions de dollars et que toi, tu touches 3 000 dollars par an sur les 300 millions qui, eux, sont servis à être réinvestis, soi-disant. Enfin, tu vas voir ce qu'ils font avec. Bon, on va dire qu'il y a des questions à se poser, d'autant qu'un bateau qui reste bloqué devant un lac gelé à l'année, enfin bref, tu as compris l'idée, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'aujourd'hui, l'argent, malheureusement, monte à la tête de ceux qui l'encaissent et n'est pas toujours dépensé avec sagesse et n'est pas toujours dépensé comme si c'était le propre argent de la personne qui en a la charge. Et tu vas voir que ça va au-delà de ce que tu imagines. Vous savez, un jour, il n'y aura plus ni gaz ni pétrole et je dois imaginer une stratégie de réinvestissement, ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Mais tant que ça rapporte, on va prendre cet argent, le faire fructifier et bâtir pour notre nation un système économique pérenne. Tous les projets que nous avons réalisés coûtent beaucoup d'argent, mais cet argent est bien dépensé. Alors oui, on est critiqué pour ne pas avoir publié nos bilans, mais c'est bon. La plupart des gens qui vivent ici voient de leurs propres yeux tout ce qu'on a fait, et ils trouvent ça formidable. Le jour de l'enregistrement de cette interview, la SPJ, un consortium de journalistes américains, a décerné le Black Hole Award, le prix du trou noir, au président de la MHA pour sa gestion opaque et hasardeuse des revenus du pétrole. Une maigre consolation pour les Indiens de la réserve qui peinent à se fédérer et restent dans une colère sourde. C'est écrit. La Société des journalistes professionnels a décerné cette année à Mark Fox, responsable des tribus affiliées du Dakota du Nord, son Black Hole Award. Une sinistre récompense destinée à mettre en lumière les violations des droits fondamentaux de ses administrés à être informés. C'est publié dans le New York Times. Moi, je pense que si on n'avait pas trouvé de pétrole sur notre réserve, ce Mark Fox serait jamais venu là. Ce gars, il pense à lui, il ne pense pas à son peuple. Pour moi, il pense comme un blanc, comme un homme blanc. Il n'a rien compris à notre culture et encore moins notre manière de vivre. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu publies tes bilans. C'est une évidence. Je sais que tu te l'es dit et tout le monde se le dit en écoutant cette émission. Tu te dis, mais attends, mais pourquoi tu ne publies pas tes bilans ? Parce que tu as quelque chose à cacher. Parce que tu sais très bien que dans les bilans, il y a des dépenses de fonctionnement, il y a des dépenses personnelles étalées qui sont au milieu de dépenses normales et donc du coup qui font ressortir le côté anormal de ces dépenses. Et je n'ai pas besoin, enfin voilà, je ne porte pas une accusation en l'air. Je ne vois pas pourquoi tu ne sortirais pas tes bilans si jamais
il y avait tout qui était carré. Voilà, il y a un moment donné, tu fais tes bilans, tu gères ta boîte correctement ou tu ne la gères pas correctement, ça c'est ton choix, c'est le choix de chacun, chacun voit midi à sa porte, mais à l'arrivée, tu sors tes bilans, tu assumes le fait que tu aies pris trop d'argent, ou pas assez d'ailleurs. Oui, excuse-moi, je me suis un peu étouffé en le disant parce que des fois, tu as des années où tu peux ne pas prendre beaucoup d'argent pour développer la boîte. C'est aussi une possibilité. Mais en l'occurrence, là, je ne pense pas que ce soit le problème. On est bien d'accord. Non, la réalité, c'est que il a reçu le Black Hole, le prix du meilleur trou noir de l'année. Ce n'est pas un prix qu'on est content d'avoir. Et je ne pense pas qu'un dirigeant de quelque société, organisation, État que ce soit satisfait de recevoir le Black Hole. Ça veut vraiment dire que là, on est allé fort au niveau des dépenses et on a justifié de rien sans aucun problème. Mais bon, de toute façon, il a été réélu. C'est souvent le problème d'ailleurs. Comment ces gens-là font pour être réélus? Et on en vient à cette question parce qu'on se dit, mais attends, comment ce mec a pu être réélu et surtout, comment il a pu l'être sans triche? C'est aussi de là que naissent ces théories de la triche dans les élections, etc. Alors attention, je ne nie pas que ça puisse exister, ça existe, ça existera toujours. Mais moi, ce que je veux souligner ici, et que je veux aussi préciser, c'est que de façon tout à fait surprenante, tu as des gens qui votent pour des personnes que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre comment ils ont fait pour voter pour. Moi, je vote plus depuis des années, donc je peux parler de ce sujet librement, je n'ai pas de problème. Il n'y a aucune personne qui représente ni ma manière de penser, ni quoi que ce soit d'ailleurs qui soit... on va dire, lié à ma personnalité. Et derrière cette déclaration que je viens de te faire, je veux que tu saches que je me demande toujours comment des personnes ont pu revoter pour Emmanuel Macron. Alors certains vont me dire, oui mais tu te rends compte, tu as vu le choix qu'on avait. Mais en fait, il n'y avait pas de choix, c'était les deux mêmes personnes. On aurait dit deux comptables qui discutaient. Regardez encore une fois le débat du second tour des présidentielles. Moi, je m'en suis amusé parce que j'en ai vu quelques extraits. On aurait dit deux comptables qui étaient en fait d'accord sur tout, mais pas d'accord sur des détails. Je veux dire, quand tu as un choix politique, un vrai choix politique, tu as quelqu'un qui te dit « Eh bien, on va à gauche et moi, je vais à droite », sans aucun mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu dois avoir des propositions différentes, des propositions vraiment, j'ai envie de te dire, voilà, tu devrais avoir quelqu'un qui dit « Eh bien, moi, je vais arrêter le système de retraite et moi, je vais continuer le système de retraite. » Du coup, là, tu as un choix. Tu choisis entre « j'arrête » ou « je continue ». Tu vois, ça s'appelle choisir. Mais quand tu as deux personnes qui, soi-disant, sont de bords opposés, mais qu'il y en a une qui dit « Non, non, on arrête à 62 ans. Non, non, on arrête à 65 ans. » La retraite, je te parle. On part à la retraite, pardon, je me suis mal exprimé. On part à la retraite à 62 ou 63, j'en sais rien. Et on part à la retraite à 64 ou 65. En fait, c'est des discours de comptables. Il n'y a pas de choix. On a deux personnes qui sont d'accord sur un système et qui sont juste pas d'accord sur un délai, une date. Donc ton choix, il est où? Il n'y a pas de choix. On est juste face à deux personnes qui disent « Ah ben, il faudrait revoir ceci ou revoir cela. » Non mais attendez les gars, ça marche pas. Il n'y a rien à revoir en fait, ça ne marche plus. Donc, il n'y a pas à revoir. C'est qu'est-ce que vous proposez à la place, en fait. Et il n'y a pas de proposition. Et c'est pas, voilà, je suis pas en train de, je cherche pas à te convaincre ni rien. Je m'en fous, en fait. Tu voteras pour qui t'as envie. Moi, je voterai jamais plus. De toute façon, ça fait très longtemps que je vote plus et il n'y a pas de date dans ma tête où un jour je me reprévois de voter pour quelqu'un. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a un moment donné où moi, je crois qu'il faut bien arriver à comprendre que le système, tu le changeras pas. Qu'il y a des gens, que tu le veuilles ou non, qui votent pour ces personnes pour lesquelles tu te dis mais qui a pu voter pour cette personne? Mais il y a des gens qui votent pour ces gens-là. Et surtout, moi c'est ça que je veux souligner maintenant, la seule solution que tu as pour t'en sortir, c'est de t'occuper de tes finances et de ton argent. Je suis désolé. Réfléchis 2 secondes à la proposition, parce que moi je te fais une vraie proposition pour le coup. Moi je te dis éduque-toi financièrement, laisse tomber toutes ces conneries, parce que c'est que de la merde. Regarde, là on a quoi là? Là si tu résumes cette émission maintenant, résumons l'émission, tiens voilà, c'est le bon moment pour le faire, on arrive à la fin. L'émission se résumerait comme ça. On est face à des problèmes de riches. On a une tribu Sioux, voilà, le MHA, qui encaisse plus d'argent que toutes les tribus Sioux du monde, des États-Unis, pardon, parce que c'est pas le monde, mais bon, tu m'as compris. Ils encaissent énormément d'argent, mais ils sont pas contents parce qu'ils touchent pas assez d'argent sur l'argent qu'ils encaissent. Bon, problème de riches. De toute façon, là où malgré tout le dirigeant a raison, il voit bien comment on dépense l'argent, puisque je construis des bâtiments dans leurs réserves. Il a raison, c'est vrai. Bon, ça leur sert à rien les bâtiments, ils sont pas contents des bâtiments qu'ils ont, mais
ils ont quand même les retombées économiques. Quand le dirigeant du MHA va payer les entreprises Sioux pour construire le bâtiment, c'est les entreprises Sioux qui récupèrent le pognon. Donc d'une certaine manière, ça repart dans l'économie. Donc tu vois, il y a ça d'un côté. Bon, de l'autre côté, on a les Blancs tout autour qui ont leur, on va dire, exploitation agricole, qui eux ont finalement cédé aux sirènes des pétrodollars, comme ça a été dit dans l'émission, mais qui aujourd'hui ne sont pas contents parce que oui, ils gagnent de l'argent. Bon, ok, ça c'est une chose, mais ça pollue. Mais bon, excuse-moi, mais t'es payé pour ça, quoi. Je veux dire, ils te payent grassement pour qu'à un moment donné, ils puissent être là et que donc c'était écrit dans le contrat. Donc aujourd'hui, t'es pas content parce que tu constates après coup que finalement, tu n'aurais peut-être pas dû dire oui, mais sur le coup, quand on t'a montré le chécos, qu'on l'a agité devant ton nez, tu as trouvé ça plutôt comme étant une bonne idée. Donc, c'est un problème de perspective. Mais en réalité, tu as du fric, donc tu peux partir. Bon, tu veux pas, ok, mais tu peux partir. Donc tu vois bien que si on résume la situation, ce ne sont que des problèmes de riches, des problèmes qui sont arrivés a posteriori et non a priori, qui au départ, quand tout a été mis sur la table, proposé, paraissait être une très bonne idée. Tout le monde s'est dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, ouais, je veux le pognon, vas-y, donne le fric. » Là, tout le monde s'est dit oui, mais qui après coup, tout le monde a dit non, parce que maintenant, on voit les mauvais côtés. Après coup, après avoir pratiqué, comme très souvent d'ailleurs dans la vie. Au début, quand on est amoureux de sa femme, on est très amoureux. Après, l'amour ne dure pas toujours. Tu sais qu'il y a des livres là-dessus, des théories et tout. On va pas se lancer dans ce parallèle hasardeux, mais tu vois où je veux en venir. Rien ne dure éternellement. En fait. Même quand tu achètes une voiture neuve, ton plaisir dure un moment très court. Et donc là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que là, on est face à des problèmes de riches. Et quand on a des problèmes de riches, on a des solutions. Mais toi qui m'écoutes, tu n'as pas ces problèmes de riches aujourd'hui. Tu ne les as pas encore. Et tu voudrais les avoir. Tu te dis, moi j'aimerais bien avoir ces problèmes de riches-là. Mais du coup, ta meilleure option, c'est pas de perdre ton temps avec des politicards qui te font des promesses de merde qui ne tiendront jamais. Pardon, j'ai été vulgaire, mais ça va avec les politicards. Voilà, et donc ce que je veux te dire, c'est qu'au lieu de perdre ton temps à écouter ces tocards qui te vendent du rêve et qui n'ont rien d'autre à part du rêve à te vendre, ils ont que ça à te vendre et qui ne feront jamais rien de ce qu'ils t'annoncent, concentre-toi sur tes finances et libère-toi. Crée des options et vogue. En tout cas, moi, c'est le conseil que je te donne. Tu y réfléchiras comme tu as envie, mais je pense qu'aujourd'hui, ta meilleure option, ce n'est pas d'écouter les promesses en l'air que te font les uns et les autres, c'est en tout cas de t'occuper de toi, de tes finances et de te créer tes propres options de vie pour justement aller là où tu as envie d'aller ou en tout cas être là où tu as envie d'être. Et c'est tout ce que je te souhaite. Patrick, envoie la conclusion. 386 000 barils sont extraits chaque jour des 1300 puits encore en activité dans la réserve de Fort Berthold et assurent un quart de la production de pétrole des États-Unis. Allez, venez les gars. Venez là. Lui, c'est Chinsky. En langage sioux, ça veut dire fils. Avant, il n'y avait pas tout ce trafic. Maintenant, c'est vraiment dense. Les véhicules vont et viennent, enfin surtout les camions. Je sais que je peux rien faire contre ça. Je dois juste vivre avec. Ils n'enlèveront jamais ces trucs. Donc, quand on monte à cheval, on les contourne. On a nos petits chemins qui vont à la rivière. Et là, on voit tous les puits de pétrole. Alors oui, on se sent mal quand on se souvient de ce que c'était avant. Les Sioux du Dakota du Nord peinent à se réjouir que leurs réserves aient été élevées au rang de première raffinerie indienne de l'histoire de l'Amérique. Et les cadences ne vont pas mollir. D'après les experts, les sous-sols retiennent encore suffisamment d'hydrocarbures pour faire tourner les balanciers pendant les 20 prochaines années. L'ère du pétrole s'arrêtera, pas par manque de pétrole, mais parce que l'humain sera passé à autre chose. Et c'est triste parce que tu vois, je pense qu'ils ont signé en se disant aussi que peut-être ça ne durerait pas très longtemps. Or, comme ça vient d'être là à l'instant déclaré, ça va durer très longtemps.
Et le problème, c'est que quand tu n'es plus d'accord avec ce qui se passe et que tu te rends compte qu'il y en a pour des années et des années et que tout est en place, parce que là, maintenant, dans ce que tu viens d'entendre, tu te rends compte, ils alimentent un quart des besoins des US. Sachant que les US sont les plus gros consommateurs du pétrole au monde, je te laisse imaginer de quoi on parle. C'est pour ça que pendant le reportage, tu as entendu quelqu'un qui a dit que ça allait au-delà des espérances du gouvernement américain. Parce qu'en réalité, ils ont découvert une manne de pétrole entre le Texas et le Dakota du Nord qui était tellement importante qu'ils ont réussi à se détacher de leur dépendance au pétrole, notamment des pays de l'OPEP, ce qui a créé, on va dire, la grosse bousculade qu'on a eue ces dernières années sur le pétrole, parce que je ne sais pas si tu sais, mais il y a quand même eu des variations importantes et des rapports de force d'ailleurs sur le pétrole de ces dernières années. Le système des gaz de schiste, j'avais fait toute une émission dessus d'ailleurs, qui au départ n'était pas du tout opérationnel, a fini par le devenir, ce qui a rendu les Américains beaucoup plus autonomes sur cette partie-là, ce qui a renforcé leur position de domination. Et aujourd'hui, c'est toute l'ironie de la situation, ceux qui sont en train, parmi ceux en tout cas qui sont en train de révolutionner l'électrique, on a Elon Musk avec Tesla, qui est une entreprise américaine sur le sol américain, qui propose une alternative viable et fiable au pétrole, ce qui fait que pour les prochaines années, de mon analyse et de mon point de vue, et ça n'engage bien évidemment que moi, les Américains, même s'ils vont encore traverser des crises graves, ne sont pas prêts de péricliter. Parce qu'en fait, quand tu regardes le paysage et la structure de leur marché, ils font tout pour conserver leur position de leader. Et ils n'hésitent pas, parce que c'est là l'élément aussi qui doit te faire réfléchir. C'est-à-dire que là où nous, on refuse tout un tas, on va dire, de prise de décision par rapport à la pollution, par rapport à... je crois que c'est dans ma région, il y a une énorme réserve de gaz de schiste. Et en fait, pour préserver l'environnement, on a refusé de l'exploiter. Attention, je ne dis pas ça d'une façon négative. Je pense que c'est positif parce que quand tu vois les dégâts que ça crée sur l'environnement, je pense qu'on a pris, en ce qui concerne la France, pour le coup, une bonne décision environnementale. Je ne vais pas le nier, je le pense réellement. Mais malgré tout, économiquement, je ne peux pas non plus nier l'évidence. Ce n'est pas la meilleure des décisions. Alors certains vont me dire, et je l'entends souvent, cette contre-argumentaire, on ne peut pas manger les billets. Oui, mais enfin, si tu ne peux pas acheter non plus à manger, tu peux pas manger. Enfin, tu manges plus difficilement aujourd'hui qu'avant. Il ne faut pas oublier que notre époque, elle a changé. On sort d'une ère, alors avant l'automobile, on était dans une ère où les populations étaient relativement autonomes. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à lire mon livre « Survivre à une crise financière ». La France est passée relativement... Enfin, plutôt, elle n'est pas passée. Je devrais dire qu'elle a été épargnée par la crise de 29 parce qu'on avait une population autonome. La crise de 1929 aux États-Unis, qui a fait trembler le monde, n'a pas beaucoup fait trembler la France, parce qu'en 1929, la population française était relativement autonome. On avait beaucoup de personnes qui vivaient chez elles, qui avaient des animaux, des potagers, et qui étaient capables de faire face à une période relativement longue sans argent. Parce qu'on avait tout ce qu'il fallait chez nous pour être autonome. Alors juste pour info, il y avait déjà de l'électricité. Il faut que tu saches qu'à partir des années 1900, il y a 40 000 barrages qui sont construits autour du monde en fait pour créer de l'électricité. Il y avait déjà les centrales à charbon. Donc il y avait déjà de l'énergie qui circulait en France, mais indépendamment de l'énergie qui circulait en France en 1920, il faut savoir qu'il y avait donc ce que je suis en train de t'expliquer, la population française, et puis il y avait aussi le gaz manufacturé à l'époque aussi. Bon bref, peu importe. Je m'égare comme d'habitude. Ce que j'essaye de te dire, c'est que à cette époque-là, on avait déjà de l'énergie peu onéreuse, et puis en 1940 et quelques, il y a eu la création d'EDF qui a amené aussi de l'énergie encore moins chère, électrique. Mais bref, on était très autonome et on était capable de faire face à des crises où finalement l'argent se dévaluait tellement qu'en réalité, on n'en avait pas réellement besoin puisqu'on arrivait à se débrouiller avec, entre guillemets, les moyens du bord. Mais on avait des moyens à bord. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais au bord, les moyens du bord, ça veut dire que ce à quoi avait accès la population en 1929 n'est plus d'actualité aujourd'hui. Voilà, je vais te dire comme ça parce que c'est plus simple. Si aujourd'hui, on avait la même crise qu'en 29, je pense que la population serait démunie complètement. Parce qu'en 29, les populations françaises étaient capables de se faire à manger, de gérer des fruits et des légumes. Aujourd'hui, 90% d'entre nous, si on n'a plus d'argent, on est incapable de se nourrir, tu vois. On n'a pas accès à un potager.
Je ne parle même pas de ceux qui vivent en appartement. Même si tu as un jardin, il n'y a pas tout le monde qui a un potager dans son jardin, même en ayant un jardin. Donc tu vois ce que je veux dire? On n'a pas d'animaux, on n'a pas de poules pour tuer des poules et manger la viande. On a besoin de nos bouchers. Le système s'est construit en faisant en sorte que l'autonomie des peuples s'est amenuisée à l'avantage du système commercial tel qu'on le connaît actuellement. Et donc l'argent a pris la place prépondérante qu'on lui connaît. Aujourd'hui, on a besoin de plus d'argent que de quoi que ce soit d'autre pour s'en sortir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, on assiste, ou en tout cas, j'ai voulu te partager une situation que je trouve hyper intéressante où l'argent a été donné à toute une population, ils n'en sont plus satisfaits, ils préféreraient retrouver, on va dire, le décor, le paysage, la nature telle qu'elle était et ne pas avoir eu cet argent parce que ça crée de la discorde, pour plein de raisons qu'on aura vues, que je ne vais pas te répéter. Ça crée aussi de la pollution, beaucoup plus grave, où là, en fait, finalement, j'ai presque envie de te dire, c'est ton lieu de vie qui est remis en cause pour des raisons qui t'échappent, parce que tu ne t'attendais pas à un aussi haut niveau de pollution. Et enfin, ça te fait te poser une question extrêmement basique. Ben oui, tu veux de l'argent, mais à quel prix? J'aime beaucoup cette question. Et d'ailleurs, je vais te laisser y réfléchir. On arrive à la fin de cette deuxième partie que j'espère intéressante pour toi, parce que moi j'ai adoré cette émission, c'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs en faire un podcast. Et ben voilà, réfléchis à tout ça, pose-toi la question, intéresse-toi à des processus financiers pour gagner ton argent, faire ton argent normalement et pas le gagner justement. Essayer d'intégrer l'éducation qui va avec et tous les processus pour justement pouvoir dupliquer les modèles et avoir une approche financière intelligente et permanente et pas comme eux finalement prendre une opportunité et finalement te retrouver le bec dans l'eau avec une seule envie, c'est rendre l'argent qu'on t'a donné pour retrouver ce que tu avais avant. C'est quand même ironique ça, non? Tu trouves pas? Bref, like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet coaching, il y a la promotion BF125, B de Bernard, F de François, 1, 2, 5 et tu peux réserver un appel avec moi. Et moi je te souhaite de bonnes fêtes et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!